Il est temps pour Sung Jin-woo, le monarque des ombres, d'affronter devant le monde entier celui qui est devenu depuis peu ce qu'on peut appeler le monarque des fourmis. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodo Senpai et aujourd'hui on va parler de la masterclass qui a été ce 12e épisode de la saison 2 de Solo Leveling. J'ai l'impression de dire ça à chaque épisode, mais je crois que cet épisode a été jusque-là le meilleur, je pense que beaucoup sont d'accord avec moi en termes d'animation, c'était juste énorme. J'ajouterais même que c'est pas pour rien si les serveurs Crunchyroll ont crash. J'irais même jusqu'à dire que cet épisode nous a délivré le meilleur combat de cette année, à voir si durant l'année d'autres animés sauront relever le défi. Bref, l'épisode débute sur un gros plan du caméraman qu'on a tendance à oublier, surtout que si les rangs S tombent, il est sûr de mourir dévoré par les fourmis. Je pense d'ailleurs que celui qui a dû le plus stresser en voyant les rangs S se faire éliminer les uns après les autres, c'est bien lui. Mais bon, fort heureusement pour lui et les rangs S, les ombres de Jin-woo sont apparues pour stopper les fourmis qui s'apprêtaient à les terminer. Igris, Tank, Iron et Crow finiront par apparaître pour éliminer les fourmis jusqu'à ce que ce soit au tour de Jin-woo d'apparaître de nulle part sous les yeux choqués de Baek et les autres rangs S. Pendant ce temps-là, la retransmission télévisée a été interrompue, donc les rangs S sont coupés du monde et personne n'a vu l'intervention de Jin-woo, mis à part les rangs S présents sur place. Évidemment, si la retransmission télévisée a été interrompue, cela veut dire que les communications aussi, ce qui crée un gros problème pour la suite des opérations. En effet, il se trouve que la caméra du journaliste sur place est défaillante, ce qui empêche le pays de voir la suite des combats. Par contre, venir assister à un tel événement avec une seule caméra ou moyen de filmer, alors qu'il est certainement au courant que ce genre de choses peuvent arriver, est selon moi une faute professionnelle. En attendant, Jin-woo, lui, débute le combat contre les fourmis et demande à ses 4 ombres les plus puissantes d'attaquer dans l'incompréhension la plus totale des rangs S. Pendant que ces ombres combattent, Jin-woo en profitera pour soigner les rangs S. Pour ça, il utilisera ses élixirs de soins qu'il leur fera boire lui-même étant donné qu'il ne peut pas les transmettre. Jin-woo commencera par soigner Ma Dong-woo qui soignera les autres ensuite. Arrivera le tour de Cha Hai-in qui, malgré l'élixir de Jin-woo, ne sera pas soigné, étant dans un bien trop mauvais état. En effet, son état est beaucoup trop critique, il faut donc l'évacuer au plus vite. Le problème, c'est qu'au moment où ils étaient sur le point de partir, une armée de fourmis est revenue à la charge. Du côté de la Corée, c'est la panique générale, personne n'a d'informations, les communications étant interrompues sur toute l'île, ils ne parviennent pas non plus à contacter la flotte japonaise. En effet, ces problèmes de communication sont arrivés au moment où la fourmi noire a fait son apparition, c'est elle qui est à l'origine de tout ça. Cette situation est terrible pour ceux qui gèrent l'opération à distance parce qu'ils ne peuvent rien faire de plus. Gogun Lee nous fera savoir à quel point il est frustré de ne pas pouvoir intervenir et combattre aux côtés des rangs S. Du côté de la flotte japonaise, on verra qu'ils parviennent à entrer en contact avec leur président, le fameux Matsumoto, celui qui gérait l'équipe chargée de bloquer les communications entre les fourmis. Il lui apprendra d'ailleurs que les signes vitaux de Goto Ryuji ont été perdus. Il lui fera savoir que lors de leur dernier contact, il disait qu'un ennemi puissant était apparu devant lui, tout cela signifie qu'il est probablement mort. Pendant qu'il donnera ses explications, on nous fera comprendre qu'effectivement Goto Ryuji n'a rien pu faire face au roi des fourmis. En vrai, je trouve que c'est grave dommage qu'on ait décidé de ne pas nous montrer le combat entre la fourmi noire et Ryuji, mais en vrai, on nous avait déjà tout dit sur ce combat en fin d'épisode précédent lorsqu'on nous a montré sa lame de katana fissurée. Sur l'île de Jeju, le combat fait toujours rage, les ombres de Jin-woo s'occupent des fourmis, même si la plupart de ces ombres ont du mal à combattre les fourmis, seule l'élite de ces ombres s'en sortent. D'ailleurs, face à cette situation, Jin-woo nous fera savoir qu'il aimerait bien renforcer son armée. Il pourrait utiliser l'ombre des fourmis qui ont été battues, le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de gens autour de lui et il n'a pas trop envie de montrer cette capacité, semble-t-il. Finalement, face à la difficulté de la situation, Jin-woo va mettre en place un plan et tenter de forcer un chemin. Il demandera au rang S de se mettre derrière Crow, tandis que les ombres retiennent les fourmis. Il leur demandera ensuite de garder pour eux ce qu'ils vont voir, et lorsqu'ils s'apprêtaient à utiliser les ombres des fourmis, Jin-woo va être interrompu. Interrompu par le fameux roi des fourmis, qui est de retour dans le nid après avoir éliminé Goto Ryuji. En arrivant, la fourmi noire sera toujours à la recherche du roi des humains. En voyant Jin-woo, la fourmi se demandera s'il ne s'agit pas d'une nouvelle arrivée. Il est donc désormais temps pour Sung Jin-woo d'affronter en 1 contre 1 le roi des fourmis de l'île de Jeju. Jin-woo va alors s'avancer jusqu'à devant l'ennemi et lui faire face. La fourmi lui demandera alors si c'est lui le roi des humains. Jin-woo, lui, tentera de la provoquer en lui disant en quelque sorte qu'un insecte n'est pas censé savoir parler. Malgré le fait que Jin-woo soit un joueur, on verra que la fourmi le caractérisera d'humain, mais dont l'aura est très vive. D'ailleurs, lorsqu'elle dira ça, on verra que le chasseur sera surpris, ayant peut-être ressenti la présence de Goto Ryuji au sein de cette fourmi. Ensuite, elle poussera d'un seul coup un cri qui fera trembler les rangs S derrière, et tandis que la caméra du caméraman se mettra tout d'un coup à fonctionner de nouveau, Jin-woo ne bronchera pas une seule seconde face à la fourmi noire. La caméra étant de nouveau fonctionnelle, la Corée ainsi que le monde entier pourra désormais voir qui se tient debout devant le roi des fourmis. Grâce à lui, l'espoir est de retour et il fait le plus grand bonheur du président Gogun Lee qui est extrêmement soulagé de le voir sur l'île de Jeju. Évidemment, certains vont se demander comment il a fait pour atteindre l'île alors qu'aux premières nouvelles, il était il y a peu encore en Corée. Le combat entre ces deux rois va commencer et c'est la fourmi noire qui va ouvrir le bal avec un coup de poing qui va toucher Jin-woo au visage. À la grande surprise de la fourmi, le chasseur va encaisser sans trop de problèmes, c'est maintenant à lui de frapper et il va prouver à la fourmi qu'il est lui aussi un monstre. À ce moment-là, les chasseurs coréens vont tous commencer à comprendre que Jin-woo n'est pas seulement un chasseur de type magie
magicien et que c'est en fait bien plus compliqué que ça. En effet, si la fourmi noire a pu résister à l'attaque de Jinwoo, c'est grâce à sa carapace. Et après ça, la fourmi va une nouvelle fois frapper le chasseur, sauf que cette fois-ci, il stoppera le coup, ce qui découlera ensuite d'un échange de coups entre les deux adversaires qui commence petit à petit à monter en intensité. Jinwoo étant capable de résister et même contre-attaquer, la fourmi commencera à se poser des questions, notamment sur la réelle nature de l'humain qui se dresse devant lui. Lorsque Jinwoo commencera de plus en plus à prendre l'avantage, le roi des fourmis n'aura plus d'autre choix que de sortir sa botte secrète. Il s'agit de sa langue qu'il utilise pour blesser ses adversaires, mais surtout les empoisonner, ayant absorbé le venin des bêtes des alentours tout en amplifiant ses effets mortels avec son mana. En effet, ceci va venir immobiliser Jinwoo, mais avant de voir la suite de cet empoisonnement, on nous montrera le président Matsumoto qui vient d'apprendre que parmi les 10 rangs S du katana éclair qui ont été envoyés sur l'île de Jeju, 7 d'entre eux ont été éliminés. Cette information est bien sûr une terrible nouvelle qui va mettre Matsumoto dans une situation délicate. En plus de ça, le responsable de la flotte japonaise va lui faire savoir qu'un grand signal est réapparu près du nid. Il s'agirait de la chose qui a battu Goto Ryuji, ce qui signifie que même après avoir éliminé Goto, l'ennemi semble en assez bon état pour continuer le carnage. Matsumoto, qui comprend absolument rien à la situation, va finir par penser que les rangs S japonais qui restent accompagnés donc de renforts seraient en mesure de vaincre le roi des fourmis. Il va se baser sur le peu d'informations qui vont lui être données et va naïvement se mettre en tête que la chose qui a battu Ryuji devrait sans doute être affaiblie et voudrait donc en profiter pour essayer de récolter tous les lauriers de cette bataille. Le comportement de ce président va juste causer encore plus de pertes, surtout que parmi les 3 chasseurs de rang S japonais qui sont encore en vie, un a vu de ses yeux la puissance de la fourmi noire. Lorsque ces chasseurs recevront leur ordre, le chasseur qui était avec Goto Ryuji va refuser tout simplement de suivre la suite du plan, faisant savoir à ses camarades qu'il s'apprêtait seulement à aller à l'abattoir, que l'ennemi qu'ils doivent battre est un véritable monstre de puissance et qu'aucun d'entre eux n'est de taille face à lui. Évidemment, l'équipe bêta est la seule à ne pas avoir eu affaire à la fourmi noire, c'est d'ailleurs précisément pour ça qu'ils sont encore là, mais le survivant de l'équipe alpha, lui, a eu l'occasion de voir ce qu'a fait la fourmi à ses compagnons et n'a aucune envie de refaire face à ce monstre. Heureusement pour eux, Jinwoo est en ce moment en train de s'occuper du roi des fourmis et malgré le fait qu'elle l'avait empoisonné et immobilisé, Jinwoo a réussi à parer l'attaque qui allait l'achever et contre-attaquer avec un coup de poing qui va projeter au loin la fourmi. On rappelle que Jinwoo est insensible au poison, d'ailleurs suite à l'attaque empoisonnée de la fourmi qui l'avait touché, un processus de désintoxication a été lancé, ce qui lui a permis, une fois le processus terminé, de bouger et contre-attaquer. Face à la toute-puissance de Jinwoo, celui-ci a remarqué que la fourmi commençait à perdre patience. Le truc c'est qu'elle n'est pas la seule, surtout que le chasseur doit l'éliminer au plus vite pour ensuite sauver la chasseuse Cha Ai-in. Le roi des fourmis, constatant que sa botte secrète n'a servi à rien, va entamer une transformation qui personnellement me plaît énormément. Les lecteurs du manhwa, je vous laisse nous dire d'ailleurs en commentaire si cette fois-ci le nouveau design de la fourmi vous convient. En tout cas, j'adore vraiment l'ambiance qui s'installe suite à cette métamorphose qui est accompagnée en plus de ça d'un OST digne d'Hiroyuki Sawano. Face à cette transformation, fini de rigoler, Jinwoo va sortir les dagues qu'il a récupérées après avoir vaincu Baran. Il s'agit des dagues démoniaques qui étaient justement utilisées par le monarque des démons et qui vont venir, selon ce qui nous est montré, augmenter fortement la puissance de Jinwoo. Le véritable combat va alors débuter entre les deux monarques où pendant un moment, aucun des deux adversaires arrivera à prendre l'avantage sur l'autre. Le combat continuera de faire rage pendant quelques minutes jusqu'à ce que la fourmi commence à s'inquiéter voyant que son adversaire tient sa cadence et parviendra même à aller de plus en plus vite. Évidemment, les chasseurs coréens sont juste choqués et restent bouche bée face à l'affrontement qui se déroule sous leurs yeux. Pendant ce temps-là, on verra que Jinwoo va réussir à prendre l'avantage et parviendra même à frapper à plusieurs reprises la fourmi qui n'arrivera plus du tout à suivre le rythme de Jinwoo jusqu'à ce que d'un coup elle riposte sans prévenir, mettant dans une très mauvaise posture le chasseur, retournant complètement la situation à son avantage et étant même sur le point d'achever Jinwoo. Lorsqu'il était sur le point de se faire éliminer, quelque chose s'est passé chez Jinwoo et d'un seul coup il utilisera sa technique mutilation, ce qui va encore une fois totalement redistribuer les cartes. En effet, Jinwoo, qui était sur le point de se faire éliminer, va à son tour retourner la situation et découper la fourmi grâce à la technique mutilation, ce qui va laisser le roi des fourmis dans l'incompréhension la plus totale. La fourmi sait qu'elle n'a plus l'avantage et va se régénérer presque instantanément, puis va s'éloigner de Jinwoo en utilisant de la glace, deux pouvoirs d'ailleurs qu'on a déjà vu et dont on reparlera dans la deuxième partie de la vidéo. Face à cette incompréhension et l'élévation soudaine de la puissance de Jinwoo, le roi des fourmis n'a d'autre choix que de tenter de s'enfuir, sauf qu'évidemment il n'est pas question pour Jinwoo qu'elle s'échappe et il va la rattraper en un éclair, la projetant violemment au sol tout en la mutilant. Face à son impuissance, le roi des fourmis continuera de se demander qui est réellement cet humain tout en ordonnant à ses fourmis de s'attaquer à la menace. Même si c'est pas fait de la même manière, ce cri du roi des fourmis ressemble tout de même au dernier cri de détresse qu'avait poussé la reine des fourmis, sentant que son heure était arrivée. Ceci va d'ailleurs, comme l'avait fait la reine,
reine ordonnait aux fourmis basiques présentes de s'attaquer à Jinwoo, ce qui le forcera à faire appel une nouvelle fois à son armée des ombres, en y ajoutant la compétence du domaine du monarque qui va venir les booster. En quelques minutes, les fourmis se feront écraser par les soldats d'élite de Jinwoo, laissant le roi des fourmis seul face à son sort. Face à l'incompréhension de son impuissance devant cet humain, son instinct de survie va lui hurler de s'enfuir, il va tout faire pour survivre, sauf que Jinwoo fera preuve d'aucune pitié et le fera ramper devant lui jusqu'à l'achever une bonne fois pour toutes. Face à la défaite de leur roi, les fourmis restantes vont prendre la fuite et devraient normalement mourir toutes seules au cours de l'année. Évidemment, tout n'est pas terminé car la chasseuse Cha Ai-in est sur le point de succomber à ses blessures, elle ne tiendra même pas jusqu'à l'hélicoptère qui les attend dehors. Jinwoo va alors penser à utiliser l'élixir de vie sacré qui avait sauvé sa mère précédemment, sauf que là aussi ça ne fonctionnera pas, étant donné que ce type de remède n'est pas fait pour ce genre de blessure, ce qui est quand même assez curieux. L'épisode s'achèvera alors sur la frustration de Jinwoo qui ne sait pas comment il va réussir à sauver la chasseuse, sachant que selon moi, il reste une alternative. Il est désormais temps de passer à la deuxième partie de cette review et on va longtemps parler du combat qu'on a eu l'occasion de voir, plus précisément certaines capacités utilisées par les deux adversaires. On parlera aussi des futurs événements, notamment la dernière alternative qui reste à Jinwoo pour sauver Ai-in, mais surtout des nouveaux ennemis que Jinwoo devra affronter après cette saison 2. On va commencer rapidement par ce qu'avait dit la fourmi noire à propos de Jinwoo, car en effet, contrairement à Baruka ou Karigalgan qui avait qualifié Jinwoo d'être exceptionnel, qui était loin d'être un humain, Karigalgan d'ailleurs était sur le point de nous révéler quelque chose d'intéressant, ici la fourmi noire verra bien en Jinwoo un simple humain avec une aura vive. Je pense qu'à travers cette différence de traitement qu'ont les monstres à l'égard de Jinwoo se cache un petit mystère. Ce qu'on a pu remarquer jusqu'ici, c'est qu'il y a trois types de donjons. D'abord les donjons basiques, d'où provient le roi des fourmis, ensuite les donjons qui vont subir une perturbation comme celui de Karigalgan et Baruka, et pour finir les donjons avec lesquels on entre à l'aide d'une clé, comme la forteresse démoniaque. J'ai failli oublier les donjons du type double donjon, comme on a pu le voir au tout début de Solo Leveling, ce qui fait plutôt 4 types de donjons, lui est d'ailleurs complètement différent des autres. Selon le donjon auquel on fait face, les monstres seront différents, ils pourront jusqu'à révéler des informations utiles et ultra intéressantes pour l'éclaircissement des mystères, comme Baruka et Karigalgan, ils pourront être totalement muets comme Baran, mais n'oublions pas tout de même les révélations des îles, et pour finir, il y aura des monstres qui nous apprendront absolument rien, comme les fourmis de l'île de Jeju, même si je continue à penser que la reine des fourmis aurait pu avoir quelques informations intéressantes. Finalement, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que chacun des donjons contient des monstres capables d'éclaircir les mystères de Solo Leveling. D'ailleurs, même si c'est peu probable et étant donné qu'ils n'ont toujours pas quitté l'île de Jeju, il se peut qu'on apprenne quelque chose lorsque la fourmi noire sera rappelée par Jinwoo via son ombre. Ou peut-être que ce sera amené différemment, en tout cas je vois mal cette saison se terminer sans qu'il y ait un truc pour nous hyper sur les mystères de Solo Leveling. D'autant plus qu'encore une fois, l'arc de l'île de Jeju est un arc important dans Solo Leveling, je rappelle qu'il nous est teasé depuis le tout premier épisode de la saison 1. Pour en revenir à ce que je disais au début, il est possible que si le roi des fourmis a vu en Jinwoo qu'un simple humain, c'est peut-être à cause du fait qu'il vient tout juste de naître et ne connaît pas grand chose de ce monde. Mais le problème c'est qu'on va voir dans la suite de mon idée qu'il y a quand même quelque chose qui cloche. Car en effet, maintenant c'est confirmé par la fourmi elle-même, elle était bien capable de devenir plus forte continuellement en dévorant ses ennemis. On a eu cet indice au moment où elle va sortir sa botte secrète, nous apprenant qu'elle s'est servie du venin des différentes créatures aux alentours de l'île pour acquérir sa technique d'empoisonnement. On pourra aussi voir lorsqu'elle était sur le point de se faire éliminer par Jinwoo qu'elle utilisera la technique de glace d'un rang S japonais qu'elle avait vaincu précédemment. À ce moment-là, on la verra aussi utiliser la technique de régénération de Byung-gu dont elle avait bouffé la tête. Je viens juste d'y penser, mais il se peut aussi que son cri final, qui semble au passage donner des ordres aux fourmis, soit une compétence qu'elle a acquise en dévorant quelques bouts de la reine. Et même si après ça, il y avait encore des doutes, la fourmi noire nous dira elle-même face à la mort qu'elle était à la base née pour être l'être le plus puissant, évoluant continuellement en dévorant tout ce qui existe. Et effectivement, heureusement que cette fourmi a été arrêtée maintenant, parce que si elle avait pu, comme elle l'a dit, dévorer plus d'êtres surpuissants, elle serait peut-être devenue imbattable. Et donc, pour en revenir rapidement à ce que je disais tout à l'heure, si cette fourmi ne voyait en Jinwoo qu'un simple humain, alors qu'elle avait pourtant dévoré la reine, dont il était probable qu'elle détienne des informations sur le ou les mondes qui les entourent, alors cela pourrait vouloir dire deux choses. Soit la reine n'avait aucune connaissance des mystères de l'univers de Solo Leveling, soit le roi des fourmis, en dévorant des proies, n'absorbe que leurs compétences et non pas leurs connaissances et intelligence. Mais bref, ce qu'il faut retenir, je pense, après l'apparition de cette fourmi, c'est que Jinwoo n'est pas le seul à être capable de s'améliorer continuellement. Cette capacité n'est donc pas seulement réservée aux joueurs. Donc pour moi, on n'est pas à l'abri de voir dans la suite de l'œuvre quelqu'un, un allié ou un adversaire, être capable de s'améliorer continuellement. Il faut donc se rendre compte à quel point le roi des fourmis était un être exceptionnel, il aurait pu être bien plus fort que ce qu'on a pu voir. Discutons maintenant du fait que la fourmi noire a été capable de se transformer, c'est je crois jusque-là une première, on n'avait jamais vu un monstre se transformer, mais au moins c'est la preuve que cette fourmi était capable de devenir plus forte. Sa transformation nous a été teasée dès sa première apparition, lorsqu'elle sortait tout juste de son œuf. Celle-ci avait vécu une transformation physique dès le début, prenant une forme plus humanoïde et changeant sa couleur passant du rouge au noir. Je laisse le soin au lecteur pour nous dire si sa transformation finale est fidèle au format papier, en tout cas moi je l'ai kiffé, même si en soi il n'y a pas une grosse différence physique, mis à
part le fait qu'elle semble quand même plus grande en taille et encore plus fine. Ce qui est sûr, c'est que cette transformation l'a rendue bien plus forte, hein. Avant ça, elle rivalisait avec Jinwoo, mais commençait à perdre l'avantage suite à l'échec de sa botte secrète. En effet, après sa métamorphose, elle était de nouveau capable de rivaliser avec Jinwoo, allant presque jusqu'à le battre. Je rappelle quand même que Jinwoo, pendant une fraction de seconde, allait mourir lorsque subitement il avait perdu l'avantage sur la fourmi, et que celle-ci était parvenue à contre-attaquer. Jinwoo était complètement battu. D'ailleurs, même lui n'avait pas compris pourquoi d'un seul coup il avait bénéficié d'une amélioration de sa capacité mutilation, et qu'il a donc sauvé. Ça nous fait une transition parfaite parce que j'aimerais aussi parler de cette soudaine amélioration qu'a vécu Jinwoo. Mais en vrai, il n'y a pas à être trop surpris parce qu'on sait tous que Jinwoo s'améliore continuellement, et lui, contrairement à la fourmi noire, il n'a pas besoin de dévorer ses adversaires pour s'améliorer. De ce fait, il lui suffit simplement de combattre pour devenir plus fort, et donc il se peut très bien qu'il s'améliore en plein milieu d'un combat, mais bon, je vous apprends rien quand je vous dis ça, vous le savez tous. Ce qui est quand même curieux, ça reste le timing de cette amélioration qui arrive pile poil au moment où Jinwoo s'apprête à se faire éliminer. Je veux bien qu'il puisse s'améliorer n'importe quand, mais là, il est clair que le système le protège et fait le maximum pour le garder en vie. Sans cette soudaine amélioration, Jinwoo serait mort et cette fourmi serait devenue le cauchemar des humains, surtout qu'elle aurait très certainement bouffé Jinwoo, ce qui l'aurait fait acquérir un bon nombre de ses compétences, si ce n'est toutes ses compétences. On va maintenant pouvoir en venir à Cha Hae-in qui est sur le point de rendre l'âme. Jinwoo semble absolument vouloir la sauver, malheureusement son remède n'a pas fonctionné et même l'élixir de vie sacrée n'a aucun effet. Pour ceux qui ont regardé ma review de la semaine dernière, je pense que vous connaissez déjà mon idée sur comment Jinwoo va réussir à sauver Cha Hae-in, vous savez donc sans doute à quoi je m'attends. Par contre, quand j'ai vu que Jinwoo a utilisé sur elle l'élixir de vie sacrée, je me suis dit que c'était obligé que ça allait marcher. D'ailleurs, je me trouve grave bête de pas avoir pensé à l'élixir de vie sacrée et je comprends toujours pas pourquoi il n'a pas fonctionné, même si j'ai quand même ma petite idée là-dessus. En fait, il semblerait que cet élixir ne fonctionne que sur les pathologies, mais vu qu'il a fait disparaître la cicatrice de brûlure de la mère de Jinwoo, je vous mens pas que je suis encore un peu perdu. Les lecteurs ou ceux qui ont une meilleure idée, je vous laisse nous la dire en commentaire. En tout cas, s'il n'y a plus le temps de retrouver les soigneurs postés autour de l'île, que les remèdes de Jinwoo ne fonctionnent pas et que l'élixir de vie sacrée n'a aucun effet, il ne reste pour moi qu'une solution qui nous a été teasée au travers de la régénération du roi des fourmis, dont il est capable grâce au fait qu'il a dévoré la tête de Byung-gu. Vous l'aurez compris, pour moi Jinwoo va retrouver le cadavre du chasseur soigneur de rang S et va rappeler son ombre pour qu'il sauve Cha Hae-in. Je vois que cette solution. Le gros point positif ici, c'est que Jinwoo va avoir une nouvelle ombre qui va vraiment être utile pour le coup, après avoir quand même la réaction de Baek qui est l'ami de Byung-gu. Il se peut qu'en voulant sauver Hae-in, un conflit naisse entre Jinwoo et Baek. En tout cas, après les événements de l'île de Jeju et après avoir récupéré l'ombre du roi des fourmis, Jinwoo ne sera plus considéré comme un simple chasseur de rang S et sera probablement propulsé au rang nation aux côtés du fameux Thomas André. Face à l'information du fait qu'un nouveau chasseur vient d'atteindre le rang nation, il se peut qu'on nous montre la réaction d'autres rangs nations en plus de Thomas André, qui est très certainement pas le seul rang nation. Ensuite, on peut aussi s'attendre à une réaction du père de Jinwoo qui apprendrait la nouvelle en passant devant un écran ou un truc dans le genre. Pour moi, cette saison 2 ne peut pas se terminer sans qu'on ait une information sur Hwang-sung, le père de Jinwoo, ou sur la catastrophe qu'il a teasée. Et oui, malheureusement, comme je l'ai dit, la semaine prochaine sera diffusé le dernier épisode de cette saison 2. Ce sera donc aussi ma dernière review. J'espère que vous serez tous là pour vivre ensemble le final de cette saison qui a été juste époustouflante en termes d'animation.